À ce moment, les frères se font appeler jacobins, théophilanthropes, communards, radicaux, etc. À la place des ordres, on ne peut plus donner d'ordre à ce moment-là. Des influences individuelles soigneusement couvertes. Important, hein? Influence individuelle, il ne faut pas se faire remarquer. Des circulaires confidentiels, mais non officiels. Les frères doivent comprendre ce qu'on attend d'eux, sans qu'il soit besoin de peser ou de préciser la ligne à suivre. Ils doivent tout comprendre. Brusquement, naissent en quelques mois des clubs révolutionnaires, sociétés de jacobins et autres, des groupes de jeunes armés qui ont pris l'arme, selon une apparence de génération spontanée. C'est ce que Taine avait appelé l'anarchie spontanée. Il n'a pas vu qu'elle était organisée, non pas spontanée. Voyez, avec méthode d'action, organisation très savante, douée pour l'action. La France devient une vaste loge en 89. Toute la vie politique s'y déroule maçonniquement. Alors on trouve brusquement dans la construction du régime révolutionnaire tout le mécanisme des loges maçonniques qui existent depuis déjà un siècle. Vous avez convention, présidence, secrétaire, orateur, assemblée, symbole, les formules, liberté, égalité, fraternité, ça vient des loges, tout ça, etc. Puis, quand l'opération est bien menée, les loges se sabordent. Elles sont devenues inutiles. Elles sont devenues inutiles. Les clubs font le travail, c'est le grand œuvre. C'est le grand œuvre. Alors, émeutes, pillages, assassinats, tout ça bien dans un ordre bien organisé. Comment on prépare une révolution? C'est celle de 1789. Je vais tâcher de vous l'expliquer par l'intérieur du mécanisme révolutionnaire. La révolution de 1789 ne fait pas exception à toutes les autres révolutions. Elle s'est construite de la même façon et elle a réussi de la même façon. Comme toute autre révolution moderne. C'est la première des grandes révolutions. Elle a donné le style aux autres. Hélas, l'histoire révolutionnaire classique a pris bien soin de cacher le mécanisme. Mais le mécanisme révolutionnaire, il existe. Les méthodes pour faire réussir une révolution ont été appliquées avec grand soin par les révolutionnaires de 89 et on ne les connaît pas bien. L'histoire officielle le cache. Elle vous raconte un tas de mensonges sur le peuple révolté et tout le reste, mais elle a mis de côté l'essentiel. Cependant, j'ai trouvé dans un livre scolaire, des années 1950 et quelques, c'est-à-dire juste après la guerre, un manuel scolaire pour les classes de première qui dit presque tout. Et de la part d'un manuel scolaire, c'est quand même intéressant parce que c'est très rare. Oui, c'est très rare. 2 pages entières, pages 34 et 35, de ces débuts d'histoire contemporaine dans la collection Arquillière, qui est une collection publiée par la librairie L'École autrefois, voyez, sur le rôle de la franc-maçonnerie dans la Révolution française. Je vais vous lire ces quelques pages avec mes petits commentaires. C'est comme une espèce d'introduction, si vous voulez, à l'exposé qui va suivre. Le rôle de la franc-maçonnerie. Il est dit, importé d'Écosse et d'Angleterre par des réfugiés jacobites. La franc-maçonnerie française commence à se constituer vers 1730, condamnée par le pape dès 1738. Le pape, il a vu clair très tôt. 8 ans plus tard, condamnée par le pape de 1738, elle continue malgré cela, le pape peut bien parler ça avec une importance, malgré cela à prospérer dans le royaume grâce à la nonchalance d'une police fort indulgente. La police d'Ancien Régime, sur la maréchaussée de l'époque, n'était pas très énergique. Après de vives querelles intestines, les loges forment à partir de 1773-1774 une sorte de fédération, le Grand Orient de France. 1773, c'est très près de la Révolution, c'est quelques années avant, et c'est en plein règne de Louis XVI. Sous Louis XV, il n'était pas question de faire des Grands Orients de France. Sous Louis XVI, on commence, vous voyez. Les progrès de la maçonnerie sont énormes dans les dernières années d'Ancien Régime. Il y a 198 loges en 1776, près de 700 en 1789. Le nombre des francs-maçons est de 30 000 en 89. Ils ne sont pas plus nombreux aujourd'hui. Sur 20 millions d'habitants, 30 000. Sur 55 ou 60 millions, 30 000. Ils ne cherchent pas le nombre, vous voyez. L'efficacité vient du petit nombre. 30 000, c'est quand même assez énorme pour l'époque. Ça veut dire que toute l'élite cultivée française était franc-maçonne. Soit le clergé, soit la noblesse, soit la bourgeoisie. Vous voyez. Qui n'était pas franc-maçon? Les paysans ou les artisans. Vous voyez.
Longtemps, les loges n'ont été que des cercles distingués où l'on se réunit entre gens de bonne compagnie pour se distraire et banqueter. Premier aspect des loges. Aspect superficiel extérieur. Évidemment, pour pouvoir lancer la franc-maçonnerie et la rendre efficace, il faut d'abord créer la mode. Vous voyez ? Il faut créer la mode. De manière que tout le monde y rentre bien dedans. Et puis que ce soit une mode acceptée par tout le monde. Que ça devienne bien et chic d'être franc-maçon. Vous voyez ? Ceux qui ne sont pas francs-maçons, c'est les pauvres types. Et quand on est intelligent, on est franc-maçon. Comme aujourd'hui, quand on est intelligent, on lit Le Monde, vous voyez, par exemple. Ou bien on fait partie de certains clubs, Lions Club et autres. Sinon, on n'est qu'un pauvre type quelconque, vous voyez. Et les modes sont créés comme cela. Vous voyez ? C'est important de noter ça. Nobles, prêtres, religieux en sont le plus bel ornement. Vous voyez ? C'est les nobles, les prêtres et les religieux qui composent les loges. Pendant tout le XVIIIe siècle. Ceux qui étaient chargés par fonction propre de sauver la civilisation chrétienne. Ce sont ceux-là qui ont travaillé à la détruire. Par les autres, ceux-là. Les francs-maçons savaient ce qu'ils faisaient, ils savaient qui il fallait atteindre. Il fallait d'abord atteindre la noblesse, puisqu'elle était une élite du pays, et le clergé, puisqu'il fallait détruire l'Église. On ne peut pas mieux détruire l'Église que par le clergé, parce que sans lui, on ne peut rien faire. Donc c'est le clergé qu'il faut d'abord atteindre. Vous voyez ? Oui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le modernisme, c'est ça. Hein. Voilà. Comme ça, vous comprenez bien, ces francs-maçons sont des gars terriblement intelligents. Depuis le départ, avant 1730, ils avaient tout compris. Le mécanisme révolutionnaire, ils le pratiquaient très bien. La principale raison du succès des loges semble être le snobisme. Ça n'a pas changé, le snobisme, nous sommes toujours là-dedans. Et le besoin qui persiste chez les grandes personnes de jouer à l'enfant, en prenant part à des cérémonies étranges et secrètes. C'est le lapin pour attirer le monde. Voyez ? Mais la maçonnerie, en donnant à ces réunions une atmosphère vaguement religieuse, en organisant une hiérarchie, une initiation, des rites, se comporte comme une contrefaçon d'église. Bien dit. C'est une contrefaçon d'église. Pour attirer les religieux, il faut leur fournir ce qu'ils trouvent comme rite dans leur propre religion, de manière à les attirer à côté. Et moi, je me rappelle avoir visité certains monastères bénédictins du centre de la France, où il y avait la belle chapelle, style, on appelle ça style jésuite, du XVIIIe siècle, et puis à côté, la salle de la loge maçonnique, aussi bien sculptée, aussi bien travaillée que la chapelle. C'était l'autre chapelle. Et les moines, après avoir récité les heures, ils allaient à la cérémonie d'initiation maçonnique dans le couvent lui-même. Vous voyez ? J'ai visité des monastères ainsi constitués au XVIIIe siècle, avec tous les symboles maçonniques, les symboles chrétiens d'un côté, maçonniques de l'autre. C'est à peu près la même chose, on fait à peu près la même chose. Vous voyez, une hiérarchie, une initiation, des rites, elle se comporte comme une contrefaçon d'église. Quand on est contrefaçon de, on fait comme, contrefaçon, une imitation totale de l'église. Important à noter. Je continue. Dans les 25 ans qui précèdent l'explosion révolutionnaire, la maçonnerie française se transforme en une société de pensée. Elle était déjà société de pensée depuis le début, mais ça n'apparaissait pas. Ça va apparaître au moment où on dit maintenant il faut pousser l'action révolutionnaire. Jusqu'à maintenant, pendant 50 ans, on a préparé les esprits, on a infusé les idées qui vont faire perdre la foi, discrètement, tout en prétendant respecter la religion et la foi. Et puis après, la révolution, maintenant il faut y aller. Seconde génération, on prépare le coup de feu révolutionnaire. La maçonnerie se transforme en une société de pensée qui a son credo, comme une église, élaborée par le Grand Orient et qui rejoint les conclusions des philosophes. Bien sûr, on va les voir. Important de noter que la franc-maçonnerie n'a fabriqué des Grands Orients que dans les pays catholiques. Dans les pays où il y a un roi ou un prince catholique, il y a un Grand Orient. Dans les pays où il y a des rois protestants, il n'y a pas de Grand Orient. Remarquez bien, France, Espagne, Portugal, Italie, Autriche. Grand Orient. Dans les pays protestants, Norvège, Suède, Angleterre, Amérique, il n'y a pas de Grand Orient. Le Grand Orient, c'est l'opération maçonnique pour détruire la foi catholique dans les pays catholiques. Alors, dans les pays protestants, il ne faut pas détruire la foi protestante, puisque la foi protestante, c'est la foi maçonnique. C'est la même. Vous comprenez ? Et que la franc-maçonnerie est au service de celle-là. Vous voyez ? Un credo élaboré par le Grand Orient qui rejoint les conclusions des philosophes. Alors, voici ces conclusions. Premièrement, l'idée d'égalité naturelle conduit les maçons à rechercher un gouvernement
où seules les capacités donnent droit d'accès. Parce qu'il faut détruire l'hérédité. Tout ce qui est héréditaire pour le détruire. Parce que les capacités, ce n'est pas n'importe lesquelles, c'est les capacités maçonniques. Et bien sûr, un bon franc-maçon vaut mieux qu'un fils de roi. Oui, parce que le bon franc-maçon, lui, il est fils d'une divinité qu'on ne nomme pas encore. Voyez. Deuxièmement, l'idée de liberté individuelle comporte l'exercice plein des droits naturels, avec la seule limite des droits correspondants des autres. Elle pose en principe la tolérance religieuse. Important le mot tolérance religieuse. On tolère toutes les religions. Il n'y en a qu'une qui est intolérante, c'est la catholique. Voyez. Vous avez compris le mécanisme. C'est tout simple. Mais au fond, les maçons demeurent, pour la plupart, sous l'égide du grand architecte de l'univers. Oui, sous l'égide du grand architecte de l'univers, on ne dit pas qui est le grand architecte de l'univers. Voyez, il supporte les opinions diverses. Pensez ce que vous voulez, même du grand architecte de l'univers, parce que nous, les maîtres, nous savons qui c'est. Voyez, il ne leur concède que peu de mérite. Pas même de mérite à toutes les opinions diverses. Elles ne valent rien, puisqu'elles sont toutes également valables, autant dire qu'elles valent zéro. Voyez. Et alors, le grand architecte de l'univers, c'est très important. Voyez. Mais on ne dit jamais qui c'est. Troisièmement, la fraternité universelle, enfin, est sincèrement souhaitée par les maçons français. Fraternité universelle. Mais sous réserve des droits de la nation. Ça, c'est une affreuse comédie, n'est-ce pas? Comme il faut faire révolter les Français contre le roi, il faut dresser la nation contre le roi. Mais les francs-maçons, ils sont internationaux. La nation, ils s'en fichent pas mal. Ils n'en veulent pas de nation, ils veulent les détruire toutes. Mais avant de les détruire, il faut d'abord commencer par supprimer leur roi chrétien. Alors pour ça, il faut dresser la nation contre. Alors ils diront, nous, c'est la nation. Puis le roi, ben, c'est pas la nation. Il n'y a plus qu'à l'éliminer. Ils ont très bien compris. Sous réserve des droits de la nation. Cette réserve des droits de la nation est provisoire. C'est la première opération maçonnique, dresser les peuples contre leur chef catholique, et plus tard, après ça, on supprimera toutes les nations. Nous en sommes à la deuxième époque maintenant. Ça, c'est tiré de l'histoire de Gaston Martin, un bon franc-maçon, grand maître de loge, qui a expliqué tout ça. Bon, je continue. Ces principes politiques sont la conclusion pratique d'une sorte de théologie. Ah, les francs-maçons sont des théologiens. Théologie. Le grand architecte, c'est, sous un autre nom, le dieu de Voltaire. Pas n'importe quel, de Voltaire. Ce sera plus tard l'être suprême de Robespierre. Hein? C'est important, le dieu de Voltaire, l'être suprême de Robespierre. Important, c'est ça. Le dieu de Voltaire, c'est pas l'infâme. Hein? Parce que quand il faut écraser l'infâme, c'est le dieu des chrétiens, l'infâme. Hein? Celui-là, il faut l'écraser. Mais il a son dieu à lui. Voyez? Un dieu fabricateur, un dieu horloger, comme il a dit, mais pas un dieu créateur. Et encore moins providence. Ça ne s'intéresse pas à l'humanité. Voyez? Alors on verra que ce Dieu, on verra qui c'est tout à l'heure, je le dirai. L'être suprême de Robespierre, tout le monde sait qui c'est. Bien, encore. Un Dieu algébrique. Algébrique. Il n'est pas vivant, donc. Sans personnalité. Alors, si ce Dieu n'a pas de personnalité, ça peut être tout ou rien. Encore. Laïcisé. Un Dieu laïque. Le principal article de la foi maçonnique, c'est la croyance dans le génie de l'homme. L'homme, il est génial. Dans le génie de l'homme. Dans le progrès indéfini de l'humanité, grand évolutionnisme. C'est au fond, sans que peut-être tous les maçons s'en soient aperçus, la négation du péché originel. C'est évident. Et de l'explication chrétienne du monde et de l'histoire. Le péché originel n'existe pas. Le seul péché originel, c'est le Dieu créateur qui a créé la matière et les corps humains. Voyez. Au moment où se préparent les états généraux, la maçonnerie est la seule organisation qui possède, premièrement, un programme à la fois théorique et pratique suffisamment précis dans ses grandes lignes. Nous savons, nous, ce que nous voulons faire. Même si le roi ou les nobles ou le clergé ne sait plus, nous savons. Un élan réformateur ou révolutionnaire. Réformateur qui devient révolutionnaire. Un élan. Un réseau centralisé, complet, systématiquement constitué de correspondants capables de diffuser rapidement des mots d'ordre. Important. Tant plus qu'à l'époque, la circulation de la correspondance était lente. Alors il fallait aller plus vite que les postes royales. Un personnel capable de fournir des candidats déjà habitués à la discussion parlementaire, qui n'était pas une pratique courante de tout le monde à l'époque, même de personnes, disons, qui était une nouveauté,
capables d'accepter les mots d'ordre et puis d'obéir. Donc il faut une forte discipline. C'est cela qui explique l'influence prépondérante que la maçonnerie exercera sur les élections aux États et sur la rédaction des cahiers. Voilà ce petit texte-là que je viens de vous lire, qui contient énormément de choses, qui est passionnant, qui est très bien fait, oui. Alors on me dira, oh, est-ce que la franc-maçonnerie a préparé la révolution? Est-ce qu'elle est la cause efficiente de la révolution? Programme, élan, volonté, réseau centralisé, personnel qui obéit à des ordres. Je vois pas comment on ne peut pas être plus cause efficiente de la révolution que tout ça. Voyez? Parce que ça ne se trouve pas ailleurs. Voyez? Donc, dans un manuel scolaire, j'étais tout heureux de retrouver, si vous voulez, une première définition intelligente et bien faite de la franc-maçonnerie, au niveau d'élèves de secondaire, au niveau d'un public courant qui ne la connaît pas bien. Il faudrait, vous savez, reprendre chaque phrase et puis le développer faire des considérations importantes de développement, vous voyez. Mais on pourrait arriver à tout ce que je vais vous dire là, qui n'est d'ailleurs que le développement de tout cela. Voilà, première opération intéressante, c'est celle-là. Voilà. Pourquoi avoir constitué, vous voyez, avoir constitué une société secrète, qui est secrète tout en ne l'étant pas. Vous voyez, secrète tout en ne l'étant pas. La franc-maçonnerie est une société sublime, dit-elle, elle est sacrée, elle est humanitaire, elle n'a qu'un seul ennemi, en fait c'est le catholicisme, mais elle ne le dit jamais. Aujourd'hui elle le dit bien, mais autrefois elle ne le disait pas. Elle a quelques mots clés qu'elle sort de partout, qui sont des mots chargés de passion, de violente, c'est la raison divinisée entre guillemets, le progrès, la vérité, l'égalité, liberté, fraternité, bien sûr, vous voyez, des traditions rituelles transmises, prétendent-elles depuis l'origine du monde, parce quand on remonte aux grands maîtres fondateurs de la franc-maçonnerie, tantôt c'est Hiram, le constructeur du temple de Jérusalem, puis des fois on va jusqu'à Adam, comme ça on est sûr de mettre tout le monde dedans, vous voyez. Une vraie religion laïcisée, avec l'affirmation première que dans la franc-maçonnerie, on tolère toutes les religions. On vous apprend à bien respecter votre religion propre, qui est la vôtre, vous êtes musulman, tant mieux, chrétien, pas plus mal, etc., protestant, catholique, n'importe quoi, juif, tout va bien, vous voyez. Respectez bien votre religion, respectez-la parce qu'elle n'est qu'une forme d'une religion universelle que nous, francs-maçons, nous connaissons bien, parce que nous avons la grande tradition, la vraie tradition. Nous sommes, nous, les francs-maçons, les vrais traditionalistes, vous voyez. Nous avons regardé toute la tradition complète. Les catholiques, c'est une tradition, édulcorée, abîmée, détériorée, une tradition qui n'est pas la grande, mais une petite seulement. Au début d'entrer dans une loge maçonnique, on demande aux francs-maçons de respecter le secret. Mais on n'en donne jamais aucun secret à respecter. Et il n'a pas besoin d'avoir de secret, mais il faut respecter le secret. Très important, vous risquez la mort. Si vous livrez le secret. On vous demande d'abord ce serment de respecter le secret, menace de mort, c'est les rites initiatiques, mais on ne vous donne certainement aucun secret à garder, parce qu'on sait très bien que les secrets livrés à tout le monde ne sont plus des secrets. Donc vous n'avez jamais de secret gardé en fait. Oui. Le secret n'existe pas au niveau d'une tenue de loge, vous voyez. Ce serment qui est répété avec menace crée l'inquiétude chez le franc-maçon. Il est surveillé, espionné dans toute son action, et il sait que s'il dit un mot de trop, un jour ce sera un assassinat correct, bien fait, et que personne n'aura vu. Voyez. C'est un moyen de tenir les initiés comme des prisonniers dans un système d'où on ne peut plus s'évader. C'est pour ça que je vous dis, ne mettez pas un premier pied dans une loge, vous ne pourrez plus en sortir. Ou si vous en sortez, ça tant pis pour vous. La franc-maçonnerie, vous voyez, comme quelques considérations qu'on a entendu dire pour expliquer la franc-maçonnerie, ça ne va pas, c'est plein de contradictions. Elle est universelle, mais elle est divisée en rites distincts, qui semblent s'opposer les uns aux autres. Elle est puissante, la franc-maçonnerie, mais ses membres sont de médiocre qualité, pauvres types souvent, vous voyez. Derrière des apparences anodines, gentilles et agréables, l'apparence qu'il faut qu'elles se donnent pour attirer le monde, bien, il y a donc une réalité cachée. L'autorité dans la franc-maçonnerie semble venir d'en bas, parce qu'on élit tout le temps. On vit dans le mode de l'élection, la démocratie. C'est le modèle de démocratie, oui. On élit les officiers en loge, on élit jusqu'au grand maître, c'est toute cette élection. Il y a un système d'élection parfait qui fonctionne comme une bonne démocratie. Voyez. Oui. La franc-maçonnerie, elle a pignon sur rue. Elle édite des revues qu'on peut lire, voyez, qu'on peut consulter. On publie des listes des membres,
de la franc-maçonnerie. Certains membres n'y sont pas des fois pour des raisons très particulières, mais enfin on les connaît bien. Hein. Oui. La franc-maçonnerie, elle accepte n'importe qui, tout le monde, les rois. Il y a des rois francs-maçons. Hein. Les présidents de la République. En Amérique, le président de la République est toujours 33e degré. Et s'il ne l'est pas avant d'être élu, il a son grade tout de suite le lendemain de son élection. C'est pas comme si on élisait pape un beau pauvre laïc qu'on le nomme évêque le lendemain, bien sûr. Vous voyez, c'est à peu près ça. Hein. Elle défile en uniforme quand elle le peut, bien sûr, pour se faire connaître. Hein. Elle se met sous la protection de grands personnages. Vous voyez. On dirait qu'il faut considérer comme secrète une société qui a des secrets. Mais une société qui a des secrets n'a pas que des secrets. Elle a aussi autre chose. Elle a des activités normales, naturelles, bien connues, courantes. Une société ordinaire déclare son but, objet connu par tous, intéressés ou non. Mais des hommes qui veulent cacher le but de leur association pourraient, par exemple, au lieu de fonder une franc-maçonnerie, se réunir dans un secret total de lieu, de temps et d'organisation. Vous voyez, comme ferait une société qui voudrait faire un coup de force révolutionnaire en se cachant. Une société comme cela, elle est sûre de rater, si vous voulez. Sûre de rater. Pourquoi? Le secret de société est très facile à pénétrer. On ne peut pas obtenir avec certitude de tous les membres de la société révolutionnaire le silence et la complicité certaine. Oui. Donc il y aura toujours un imbécile pour parler. Et ce qui aura été dit dans ces réunions-là sera un jour dit ailleurs. Donc la société carrément secrète ne peut pas exister. On ne peut pas recruter des membres si la société est une société qui est carrément secrète, sans leur révéler le secret, c'est pourquoi on les réunit. On va se réunir pour assassiner le tsar. Les gens n'ont pas du tout envie d'assassiner le tsar, la plupart, hein. Puis il y a toujours un ou deux qui ne voudra pas. Puis il y en a un qui fera semblant de vouloir pour ne pas vouloir, puis qui ira le dire au tsar le lendemain de la réunion. Vous voyez? Toujours. Alors c'est pas possible. On ne peut pas faire une société secrète comme cela. Elle échoue toujours. Et quand elle perd ses membres, eh bien, elle perd le secret en même temps, parce que les membres vont diffuser le secret partout. Une société, pour rester secrète, doit trouver un moyen d'associer sous une façade honorable et publique des hommes du tout venant. Fondamental. Hein? Un faux monnayeur doit se trouver un autre métier honnête, par exemple celui d'artiste. Vous voyez? Et puis là, il fait de la fausse monnaie par derrière, mais pas par devant. Il faut qu'il soit suffisamment connu par ailleurs pour qu'on ne puisse pas se douter qu'il fasse de la fausse monnaie. Autrement, il est foutu. Oui. Mais il ne la fait pas avec sa vitrine devant le magasin. Oui. Il faut que le but véritable de la société ne soit connu que des dirigeants et dévoilé progressivement et jamais complètement aux initiés. Les initiés ne savent jamais quel est le vrai secret. Ils savent un certain nombre de secrets, mais pas tous. Ceux-ci travaillent à la réalisation d'un but sans le connaître, donc avec bonne conscience. On ne leur dit pas pourquoi on va les faire agir. Ils agissent mécaniquement obéissant à des ordres, mais ne savent pas quelle est la finalité de leur action. Donc on dit, c'est pour le bonheur du peuple. C'est pour la fraternité universelle. On ne peut pas être contre. Donc on obéit, avec bonne conscience, et avec sûreté dans l'exécution à partir du marché. Parce que si on commence à créer des cas de conscience à l'initié, alors on ne peut plus être sûr qu'il obéira. Ce qui est très gênant. Et en croyant travailler à un autre but plus facile à divulguer. Donc il y a plusieurs buts différents. Et on les précise au fur et à mesure de l'utilisation. Ainsi, ils peuvent commettre des indiscrétions. Ils peuvent révéler le but erroné qu'on leur a appris. Voyez? Ils renforcent ainsi l'illusion dans laquelle ils sont et ils donnent une apparence de vérité à leur propre erreur. Mais la franc-maçonnerie, mais c'est parce que vous dites, je suis dedans, moi, vous voyez, on y fait telle et telle chose. Bien sûr, bien sûr. Vous savez pas ce qu'on y fait en fait. Hein. L'essentiel, on ne vous le dira jamais, bien sûr. Vous voyez? Moi, je connais les francs-maçons qui m'ont répondu comme cela. Vous voyez? La franc-maçonnerie est une société secrète. Donc, premièrement, elle varie dans ses buts officiels. Elle est tantôt humanitaire, au XVIIIe siècle, tantôt anticléricale au XIXe siècle, tantôt politique quand il y a une action politique à mener, tantôt philosophique quand elle ne veut pas apparaître politique, etc. Les rites des Grandes Loges en Orient, selon les nécessités politiques de l'époque et pour pouvoir durer en paix. Il faut amener une action politique importante, même révolutionnaire, mais il ne faut pas que cette action détruise la franc-maçonnerie, parce qu'elle peut échouer. Et si elle échoue, il faut qu'on se retrouve entre soi sans qu'il y ait aucune casse.
Oui, ça c'est très astucieux aussi. Elle cache ses buts à ses adhérents eux-mêmes, qui varient dans leurs explications de la franc-maçonnerie. Tantôt chrétiens, les francs-maçons sont des bons chrétiens. Par exemple, il y a des chanoines de la cathédrale qui sont des francs-maçons. Il y a même des évêques qui sont francs-maçons, même des cardinaux. Oui, comme c'est bien. Vous voyez? Tantôt tolérantes. Ah, la franc-maçonnerie, là-bas, on tolère tout le monde, on ne se critique pas, on ne s'engueule pas dans les loges, absolument pas question. Tantôt, au contraire, elle est sectaire, on voit des arguments violents. Elle a enseigné le respect de la monarchie. Un bon franc-maçon est un bon royaliste. Hein, il obéit au roi. Puis elle s'est dévouée au Bonaparte quand les Bonaparte étaient au pouvoir, elle les a mis au pouvoir même, pour les trahir ensuite le jour où ils n'obéissent plus. Oui. Elle a voulu se confondre avec la République dans certains pays, mais pas dans d'autres. Elle reste royale en Angleterre, mais elle est républicaine en France. Elle est royaliste dans les pays protestants et républicaine dans les pays catholiques. Toujours, voyez. Vous voyez toujours cette espèce de... La franc-maçonnerie ne cache pas son existence, mais elle ne cache ses buts à ses propres adhérents. Par ailleurs, elle garde une uniformité d'organisation à travers les différents rites, une uniformité d'idéal humanitaire à une initiation et un secret vide de contenu. Le secret n'est jamais dit. Elle doit proposer à ses membres un but d'action pour les attirer, d'une part, et les maintenir sous une certaine pression révolutionnaire, sans qu'elle apparaisse vraiment révolutionnaire. Il faut que les gens soient passionnés pour ce qu'ils font, comment ils ne reviendront pas. Voyez. Alors, on les passionne à vide, voyez, avec des mots, raison, etc. Elle a donc deux visages bien différents. D'abord, un visage conservateur et traditionnel, patriote même dans les pays protestants anglo-saxons, où elle exerce bien sûr une action publique, officielle, avec ses défilés. Un visage anti-religieux, révolutionnaire et anti-monarchique dans les pays de religion catholique, là où elle a institué un grand Orient. C'est elle qui prépare les assassinats des rois et les persécutions religieuses. Mais on n'assassine pas un roi d'Angleterre ou un roi de Norvège ou de Suède, bien sûr. On assassine un roi catholique, mais pas un roi protestant, puisque le roi protestant, il est déjà 33e degré, oui. Même s'il ne sait rien des secrets des loges, enfin, ce 33e degré ne peut pas dire grand-chose. Il est purement officiel. Elle se montre d'abord soumise, religieuse et respectueuse. Elle recherche des grands maîtres parmi la haute noblesse traditionnelle. Toujours. La noblesse. Enfin, ça fait une belle étiquette, c'est bien quand c'est le prince de, le comte ou le duc de, qui est le grand maître. Puis, lorsqu'elle a acquis de la puissance, insensiblement, elle se montre antichrétienne, persécutrice et destructrice des valeurs. La lutte, à ce moment-là, est engagée à mort contre le catholicisme, sans trêve et sans merci, quand elle est maîtresse du pouvoir. Pas avant, bien sûr. Autrement, elle est foutue. Elle s'est prétendue respectueuse de la religion et de la foi de ses membres. Elle s'est montrée respectable dans son recrutement. Malgré cela, elle accepte progressivement à l'intérieur des loges les antichrétiens, en faisant semblant de les refuser. D'abord, vous n'êtes pas respectueux du roi et de la religion, on ne vous accueille pas. Puis après, on vous accueille dans une loge spéciale pour vous. Les païens, les haineux de la religion, on les met à part. Hein. Et puis c'est ceux-là qui, petit à petit, après, vont pénétrer dans les autres. On a le cas de Joseph de Metz qui est merveilleux, voyez, dans ce cas-là. En faisant semblant de les refuser. Elle affiche des principes moraux qu'elle contredit au nom de la tolérance. Voyez. Puis, elle exclut, par épuration successive et discrète à l'intérieur des loges, les catholiques, d'abord. Puis après, les déistes, ils croient encore en Dieu, ceux-là. Vous voyez, alors il faut les éliminer. Elle a adoré le grand architecte de l'univers, pendant longtemps, sans dire qui c'était. Puis un beau jour, elle l'a rayé de ses constitutions, parce que le grand Orient de France, on ne voulait même pas de grand architecte de l'univers. Ils ne savaient pas qui c'était. Alors on l'a supprimé pour eux, vous voyez. Après avoir passé par la déesse raison, par la théophilanthropie, etc. Elle a passé du déisme à l'athéisme et au matérialisme. Elle affirme ne pas faire de politique, puis ses membres deviennent officiellement maîtres du pouvoir en 89, en 1848, en 1871, avec massacre, persécution anti-religieuse, etc. Ah, c'est pas fait du jour au lendemain. On a passé de l'un à l'autre, c'était pas possible. Voilà une incohérence apparente qui ne saurait engendrer la force et la continuité dans l'action. Elle dissimule ses plans comme un assassin cache son poignard. Elle ne présente nulle part une personnalité officielle parlant en son nom. Les francs-maçons mentent sans s'en douter. Ils semblent sincères lorsqu'ils disent les choses les plus contraires à la vérité. Lorsqu'ils cachent les faits donnent les plus éclatants démentis. Elles sont monarchiques, les loges maçonniques, puis bonapartistes, puis républicaines selon les circonstances. Les francs-maçons attribuent à la franc-maçonnerie leurs propres sentiments contradictoires, leur jugement incertain, on dit la franc-maçonnerie, mais elle est bonapartiste, elle est royaliste, elle est républicaine, on ne sait plus ce qu'elle est. Elle est tout ça, si vous voulez. Or, le frère
initié a juré de ne rien dire ni écrire de ce qu'il aura vu dans les assemblées sans une permission expresse et seulement de la manière qui pourra lui être indiquée. Voilà. Donc, de ne pas dire la vérité, parce que la vérité n'a pas besoin, il n'a qu'une seule manière. Il n'y a pas besoin de dire de quelle manière il faut dire les choses, puisque la vérité, elle les connaît bien. Oui. Il faut donc étudier les documents maçonniques, quand on les étudie, avec le souci d'en relever les contradictions et de retrouver les règles de conduite de l'association à travers des multiples variations. Elle exerce sur ses membres une véritable dictature, la franc-maçonnerie. Une fois qu'on est rentré dedans, on n'est plus maître chez soi. Conseil de l'ordre trouve des moyens de coercition sur champ comme politique. Vous voyez ici des expressions maçonniques tirées de documents maçonniques. Il faut mettre au pied du mur les membres du Parlement qui sont francs-maçons en les tenant par leur propre intérêt. Rappeler à ceux qui les oublient leur serment. Juger maçonniquement ceux qui oublient, ceux de nos frères à qui nous avons donné autorité sur le monde profane. Vous avez été élu dans votre département par vos électeurs. Pas vrai. Ceux de nos frères à qui nous avons donné autorité sur le monde profane par l'élection. Vous avez été élu, c'est parce que nous avons bien voulu que vous soyez élus. C'est nous qui avons décidé que vous seriez sur telle liste et vous êtes les représentants de la franc-maçonnerie. Mais bien sûr, on ne va pas le dire à l'électeur. Vous voyez ? Exclusion, non-réélection. Certains perdent brusquement toute autorité politique. Un homme franc-maçon, brusquement, perd tout. Napoléon Ier, tout lui a réussi, puis un beau jour, tout lui a échoué. C'était vite fait. Tout lui a échoué. Napoléon III, tout lui a réussi, puis un jour, tout lui a échoué. Oui, tout lui a échoué. Il ne peut rien faire. Des tentatives d'assassinat, par exemple, pour rappeler à un prince ou à un roi franc-maçon qu'il faut qu'il obéisse aux ordres, quand il ne le fait pas. C'est le cas d'Orsini sur Napoléon III. Ces francs-maçons chefs d'État ne sont plus libres. Ils ont des chefs qui peuvent les replonger dans le néant d'où elle les a tirés. C'est bien dit ça. Nous allons replonger l'homme dans le néant d'où nous l'avons tiré. Monsieur Gorbatchev, puis pour ce que bonjour, pof, tombé, vous êtes plein d'affaires, monsieur. Merci, on vous remercie de vos services. Vous voyez, je prends celui-là, je prendrai Napoléon Ier, Napoléon III et d'autres, vous voyez. On vous utilise pour le travail que vous avez à faire, et après, il faut vous en aller gentiment. Mais si vous voulez rester, alors à ce moment-là, on vous élimine. Vous voyez, c'est ce qui s'est toujours fait. Vous voyez, le néant d'où elle les a tirés. Ce qui veut dire que l'homme, même Napoléon Ier qui se croit un grand génie, c'est pas un grand génie, c'est un type qui a été mis en place par les francs-maçons, vous voyez, qui lui a ouvert les portes des villes pour qu'il soit toujours vainqueur, vous voyez, qui a complicité avec les officiers de l'armée autrichienne et prussienne qui étaient francs-maçons pour laisser gagner la bataille, etc. Vous voyez, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis un beau jour, Napoléon, on n'a plus besoin de lui, il reste au pouvoir. Il a voulu même encore que son fils soit roi de Rome pour devenir empereur à sa place, pas question. Napoléon, c'était pour faire la révolution, et c'était pour transmettre la révolution à l'Europe, mais pas pour le pouvoir personnel. Alors à ce moment-là, brusquement, tiens, Napoléon, il perd toutes ses batailles, constamment, sans arrêt, il ne fait que perdre. Vous voyez, il se donne un acharnement pour réussir, et il perd toujours. Au dernier moment, pof, une catastrophe, il a perdu la bataille. C'est Waterloo et compagnie, vous voyez. Au dernier moment, la bataille est perdue. Napoléon III, c'est la même chose, Vous voyez, il gagne une guerre quand il le faut, puis quand la guerre n'est plus celle qui était prévue par la franc-maçonnerie, il la perd. Exemple, la guerre contre la guerre de Crimée, par la guerre en Italie, il fallait qu'il la gagne. Vous voyez, parce que c'était une guerre maçonnique. Vous voyez, mais pas contre la Prusse, puisque la Prusse est un État maçonnique. C'est évident, il ne fallait pas partir contre la Prusse. Vous voyez, puis il fallait la battre à ce moment-là parce qu'il n'obéissait plus aux loges. Vous voyez. Le néant d'où elle les a tirés. Qui c'était le petit Napoléon, petit jeune homme? C'était le néant. C'était un pauvre petit général qui a failli se faire massacrer et assassiner plusieurs fois, qui a manœuvré comme il a pu, soutenu par deux bons hommes qui s'appelaient Fouché et Talleyrand, parce que ça avait mené leur affaire, et qui l'ont poussé devant. Il a vidé le directoire comme cela par un coup de force, un coup qu'on parle de réussite, mais qui était télécommandé. Bien réussi, personne n'a protesté. Napoléon III aussi, son coup d'État du 2 décembre, dans la nuit c'était fait. Pas eu la moindre opposition de personne. Dans la nuit c'était fait parce que c'était prévu comme cela. Voilà. Nous sommes obligés de nous soumettre à une discipline volontairement consentie par laquelle nous recevons l'initiation, nous faisons l'abandon d'un certain nombre de nos droits et de notre initiative individuelle, dit le franc-maçon quand il s'engage. La maçonnerie doit tenir les yeux ouverts sur ses soldats. Les francs-maçons sont des soldats. Ils obéissent. Quand ils n'obéissent pas, on les fusille. Voyez. Dans un parlement où un groupe de députés suit avec discipline les ordres reçus de leur société secrète, les parlementaires non affiliés sont désorientés et combattent en ordre dispersé ou se laissent circonvenir par les suggestions des initiés.
Alors, quelle est donc la vraie force de la franc-maçonnerie? Eh bien, c'est la force de ses méthodes. Elle a deux méthodes merveilleuses qui réussissent toujours. Oui. La double hiérarchie et les cercles intérieurs, où l'on pratique la dynamique de groupe. Retenez bien, double hiérarchie, cercle intérieur, dynamique de groupe. Et je vais vous les montrer en œuvre en 89, avant la prise de la Bastille, chez les francs-maçons. Des textes qu'on ne connaît pas bien et qui sont la clé de la Révolution française. Alors, bon, il y a d'abord la discipline du secret qui n'est qu'une discipline puisqu'il n'y a pas de secret. Qui n'est qu'une discipline, mais il n'y a pas de secret. Il y a l'existence des grades par lesquels certains ont des secrets pour les autres, à qui on les dévoile progressivement et qui constituent des sociétés fermées à l'intérieur de la franc-maçonnerie. C'est le caractère commun à toutes les maçonneries qui est ininterrompu depuis 2 siècles. Il y a des cercles intérieurs à l'intérieur de la franc-maçonnerie. En effet, la valeur personnelle du frère en général est bien médiocre. Ce n'est pas des grands génies les francs-maçons, c'est du pauvre type souvent. Il est attiré par vanité, par souci de situation, pour aide mutuelle, par haine anti-religieuse quand elle est apparue, etc. Vous voyez, les chefs officiels, vénérables, officiers, grands maîtres sont élus en tout venant des loges, donc même médiocrité chez les chefs que chez les simples francs-maçons. Une organisation administrative très simple, des fédérations de loges, une administration, des rites, des réglementations des cérémonies rituelles, élection de délégués à des convents annuels, conseil de l'ordre, présidence d'un grand maître, dans chaque hôtelier, un vénérable, un orateur, un secrétaire, un trésorier. Les rituels d'initiation sont apparemment d'une stupidité affligeante, digne d'enfant, si vous voulez. D'abord pour détruire la psychologie de l'homme. Quand il a passé ces rites absurdes, eh bien, il est honteux de lui-même. Ce qu'il faut qu'il soit honteux de lui-même. Hein. Qu'il ait une certaine honte de lui-même. Puis après, une peur permanente. Oui. Alors, ça, on fait ce qu'on veut avec ces gens-là. L'existence des 3 grades, apprenti, compagnon, maître, ce qu'on appelle la maçonnerie bleue, rite grossier, chambre du milieu, mort, résurrection d'Iram, etc. Vous voyez, les tenues de loge sont d'un ennui mortel. Vous voyez, longues palabres politiques, cérémonies burlesques, aussi beaucoup de frères n'y assistent plus. Oui. Les tenues de loge sont une activité annexe secondaire. Oui. Stupidité apparente, médiocrité des personnes, durée de plus de 2 siècles, universalité, puissance politique mondiale, il faut une cause proportionnée à un tel effet, il faut une intelligence organisatrice, il faut une volonté patiente et fidèle à son but. Hein. Les générations passent, la franc-maçonnerie subsiste, aucune société humaine ne peut tenir et agir avec constance et intelligence sans une tête et sans une direction. Ça, c'est évident. Il est vrai, la franc-maçonnerie varie dans ses aspects superficiels. Pour mentir, elle revêt des faux masques variés, mais elle garde des règles communes et invariables à travers les siècles. Il est vrai, la force de l'idée peut être une explication. Hein? L'explication, si l'idée est vraie, la vérité peut secouer une intelligence et la porter à agir. Mais l'idée, c'est un mensonge permanent. Puis il n'est même pas connu, ce sont des mots. Mais l'idée toute seule ne peut rendre compte de l'organisation d'une institution si stable, d'autant que l'idée maçonnique, c'est un verbiage creux et formé de mots abstraits. C'est du verbiage, n'est-ce pas? C'est pas innocent le verbiage creux, voyez. Le verbiage creux, ça a sa raison d'être. À force d'employer des grands mots qui n'ont pas de signification précise, voyez, on apprend à penser dans le vague. Et quand on apprend à penser dans le vague, on pense plus guère. Et quand on ne pense pas, on est un bon outil. Parce qu'un outil intelligent, c'est pas un bon outil. L'outil doit être bête comme tout outil, voyez. Donc on vous abêtit l'intelligence au cours des tenues de loge. Oui, par le verbiage. Encore, la franc-maçonnerie ne s'est pas faite toute seule. Le pouvoir n'y règne pas d'en bas par l'élection, mais d'en haut, d'une manière cachée. Or, nous ne voyons pas dans la franc-maçonnerie administrative une transmission d'ordre venue de supérieur. Ça n'existe pas. Oui, il n'y a pas de transmission d'ordre. Les instruments de transmission d'une volonté qui veulent rester invisibles, ce sont les ordres et les hommes chargés de transmettre qui doivent rester aussi invisibles aux subordonnés. D'où le caractère ridicule des hauts grades. Pour détourner l'attention des profanes de leur importance, d'où aussi son caractère antidémocratique, puisqu'en apparence du moins, le principe d'égalitarisme est à la base de la franc-maçonnerie. Il n'était pas possible de faire accepter une hiérarchie à des hommes à qui l'on enseignait à longueur d'années l'égalité. Donc il fallait une superposition de grades inconnus par les inférieurs,
formant des sociétés secrètes superposées et pénétrant les unes dans les autres. Ça, c'est fondamental. Hein. Vous voyez, on vous dit que tout le monde est que tous les hommes sont égaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de haut et de bas, l'égalité, c'est pas vrai. Il y en a une, mais personne ne la voit jamais à l'œuvre. On ne la voit pas à l'œuvre. Elle ne se manifeste pas extérieurement. Le grade d'apprenti est un pur noviciat préparatoire. Les apprentis ne peuvent rien faire, ne peuvent pas tenir les loges, n'est-ce pas, les tenues de loge. Il y a des signes distinctifs pour les distinguer, apprentis, compagnons et maîtres, mais il n'y a pas de signe distinctif pour désigner le reste, ce qui est société secrète. Les derniers, ceux qui portent les hauts grades, ils peuvent pénétrer dans n'importe quelle tenue de loge comme des invités. Ils peuvent parler comme tout le monde, vous voyez, le verbiage que dont on parlait, vous voyez. Ils peuvent circuler sans qu'on puisse connaître leur grade. C'est important ça à noter aussi, vous voyez. Comment monter dans les hauts grades? Il n'y a pas d'élection. C'est un choix venant d'un supérieur qu'on ne connaît pas. Un supérieur qu'on ne connaît pas. Le grade obtenu par initiation est à vie, alors que les officiers sont élus pour l'année. Ils changent chaque année. En effet, une fois en possession d'un secret, pas le grand, mais d'un secret quelconque, celui qui l'a obtenu ne peut pas l'oublier, il le sait. Donc celui-là, il faut le tenir. Voyez. Aussi, les bas degrés de cette hiérarchie ne possèdent aucun secret important. Les francs-maçons bleus sont observés au cours des tenues de loge par les hauts grades. On fait sur eux une étude précise des possibilités d'initiation pour monter plus haut. Il y a une sélection rigoureuse. La plupart des maîtres ne passent pas au grade supérieur, il y en a très peu qui y passent. On rassemble des hommes pour les étudier dans les loges, on les fait bavarder, pour les étudier, pour les endoctriner, au tordre d'esprit, hein, et choisir les instruments d'un pouvoir. Instruments d'un pouvoir. Les maîtres sont les maçons parfaits, ils président les tenues, ils croient diriger réellement les loges. Apparemment, le grand maître de la loge, il dirige la loge, il se croit qu'être au sommet de la hiérarchie. Oui, de la hiérarchie visible. Oui. On les détourne de s'intéresser au haut grade. C'est la fantaisie pour des illuminés. Ceux-ci leur obéissent en apparence dans la marche administrative des loges. Ils commandent aux autres grades. Mais ils participent à toutes les activités ordinaires. Ils sont peu nombreux. Ils se sont toujours concertés avant la tenue. Ils y suggèrent les décisions à prendre. Voyez ? Ils transmettent leur pouvoir par la force de l'entente secrète. Les hauts grades constituent des cercles intérieurs fonctionnant à l'insu des grades inférieurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils suggèrent les orientations de pensée, les projets d'intervention, observent les hommes, étudient leur carrière, ils résistent aux directions non conformes à celles voulues par les chefs de la maçonnerie, et ils laissent aux participants l'impression de la liberté de parole. C'est ce qu'on appelle la dynamique de groupe. Eh bien, cette dynamique de groupe, elle fonctionne de partout dans la démocratie moderne. Voyez, la démocratie moderne. On connaît, par exemple, le comité de salut public pendant la Révolution française. On a toutes les données, tous les comptes rendus des réunions du comité de salut public à Paris pendant toute la Révolution. Hein, voyez. Puis un beau jour, au fin du siècle dernier, vers 1880-90, encore un siècle plus tard, on a découvert dans les archives d'un ancien ministre anglais, dans le château d'Angleterre, livré par les descendances, les comptes rendus du comité de salut public de Paris. Ça n'avait rien à voir avec les comptes rendus que nous connaissions. C'était autre chose. Voyez. Alors, les historiens ont dit, c'est pas vrai. Ce sont de faux comités de salut public, ça n'a pas existé. C'est du mensonge. Cependant, le ministre en question, qui était un ministre du gouvernement anglais, recevait tous les jours par son attaché diplomatique de Gênes les comptes rendus du comité de salut public. Et l'espion, donc le diplomate espion de Gênes, expliquait au ministre que chaque jour il recevait, avec 3-4 jours de décalage, les comptes rendus du comité de salut public, parce que l'un des membres du comité de salut public était payé par lui pour ça. Voyez. On s'est aperçu que ces comptes rendus du comité de salut étaient passionnants. Toute la politique, toute la espèce de magouille intérieure de la Révolution française se traitait là. Mais ça n'a rien à voir avec le comité de salut public que nous connaissons. Hein. Et c'était toujours la veille au soir. Ils étaient 5. Hein.
Il se réunissait la veille au soir et préparait les séances du comité public du lendemain. Voyez. Et parmi les 5, il y en avait un qui vendait tous les secrets à l'ambassade d'Angleterre à Gênes. Et le ministre anglais avait tout gardé, tout noté en détail. Il savait jour par jour ce qui se passait au comité au vrai. Le secret, pas l'autre, le public n'a aucun intérêt. Le vrai, qui préparait les tenues de l'autre. Et alors, ça a été publié, les textes, je les ai à la maison. À lire ces comptes rendus de vrais comités publics, c'est merveilleux. On voit comment ces gars-là manipulaient les révolutionnaires qui n'y comprenaient rien. Oui. Et c'est dans ce comité de salut public secret qu'on préparait les futurs assassinats. Danton par Robespierre, Robespierre par l'autre. Chacun se massacrait mutuellement parce que là-bas, ces 5-là, entre eux, ils surveillaient de près. Hein, voyez, ils surveillaient de près et c'était 5 ennemis. Hein. Au sommet des sociétés maçonniques, les grands chefs, ils sont tous en train de se surveiller, que voulez-vous que je vous dise, et de s'éliminer les uns les autres, bien sûr, puisqu'il n'y a rien au-dessus d'eux. Il n'y a personne au-dessus pour les arrêter. Alors, les hauts grades, il y a 33 grades, mais 8 seulement sont pratiqués actuellement. Le Rose-Croix, qui est le 18e, c'est le grade anti-catholique. Le Chevalier Kadosh, qui est le 30e, c'est le grade pro-juif. Hein. Et puis, autrefois, il fallait inspirer l'esprit anti-religieux très progressivement. Alors, on avait beaucoup de grades. On a éliminé tout cela. Aujourd'hui, les hommes sont suffisamment déchristianisés quand ils rentrent en loge pour leur faire sauter les étapes et aller directement au grade des plus anti-religieux. Les légendes, les symboles, les instruments rituels ont pour objet de sonder les esprits, de voir leur réaction, leur résistance. Ainsi, le rite du meurtre d'Hiram excite à la haine et à la vengeance. Le rite de Rose-Croix au mépris de la religion et à une profanation du rite catholique, puisque dans le rituel de Rose-Croix, il y a une scène catholique, mais profanatoire, bien sûr. Donc on dirait une espèce de messe noire. Il se veut une reproduction très exacte de la scène de Jésus-Christ, vous voyez. Partage du pain, prenez et mangez, calice, prenez et buvez, tout ça tient dans la cérémonie du Rose-Croix. C'est une concélébration liturgique parodie de la vraie scène. Hein. Oui. Il existe donc un pouvoir occulte international qui circule parmi les hauts grades, qui transmet les suggestions, qui choisit les futurs dirigeants par cooptation. Ils sont des hommes peu nombreux, triés sérieusement, dans un monde très particulier, liés entre eux par trop de secrets, les uns aux autres pour se trahir mutuellement. Hein. L'exemple des grands maîtres de la franc-maçonnerie, côté des grands maîtres de l'action révolutionnaire dans le monde, j'en cite quelques-uns, Palmerston. C'est Palmerston qui a fait la révolution de 1830 et celle de 1848 dans toute l'Europe. C'est lui qui l'a organisé, vous voyez, qui a fait aussi toutes les révolutions dans le monde italien, de manière à faire sauter le pape à l'époque. C'est Palmerston. Disraeli, qui disait le monde est mené par des personnes que vous ne connaissez pas, lui en faisait partie. Vous voyez. Il y a Mazzini aussi, a été un grand maître. Aujourd'hui, c'est les Bilderberger et la Trilatérale qui sont les grands maîtres de la franc-maçonnerie et qui utilisent le reste des loges comme des instruments. Vous voyez. Londres fut au XIXe siècle le centre de toutes les révolutions européennes. Ce sont des hommes qui organisent l'humanité divinisée. Ce sont des hommes qui sont fanatisés, qui sont maîtres de leurs secrets, parce que convaincus qu'ils vont créer un monde nouveau dont ils seront les maîtres. Vous voyez. Parfait, un monde nouveau parfait dont ils seront les maîtres tout-puissants. Un orgueil de domination, réalisation d'un idéal, inversion radicale de la religion de Jésus-Christ. Aujourd'hui, si je ne dirais pas Palmerston ou d'Israéli, je dirais Kissinger. Kissinger, on dit Kissinger. Voilà le maître du monde, qui met les présidents là où il veut, etc., qui les fait sauter quand il lui déplaise, etc. Peut-être aussi les Rothschild, peut-être aussi les Rockefeller aux États-Unis. Mais Rockefeller et Kissinger travaillent ensemble. Hein. Ces hommes, ils sont choisis et cooptés entre eux pour la vie. Hein. On ne peut pas leur retirer l'initiation et les secrets qu'ils ont réellement reçus. On ne peut que les assassiner s'ils cherchent à échapper au système. Hein. L'exemple de Mirabeau, qui était assassiné parce qu'il s'était retourné pour le roi après l'affaire de Varennes. Il a été éliminé en 3 jours. Vous voyez. L'exemple de Trotsky, qui a fait la révolution bolchevique, éliminé par Staline. L'exemple de Napoléon III, éliminé, je n'obéissais plus. Vous voyez. On peut en dire d'autres. L'exemple d'un certain grand maître qui a sauté là-bas au sommet du Sahara il y a quelques années. Et c'est encore un de ces meneurs de la politique mondiale qui a voulu un jour échapper au système. Alors, par sa constitution initiale, qu'on appelle la constitution d'Anderson,
La franc-maçonnerie affirme d'abord les principes qu'elle veut détruire, mais en même temps, elle prépare les déformations et les falsifications de ces principes. Elle proclame l'existence de Dieu, elle dit par lequel c'est, le respect de la religion de ses adhérents. Elle interdit toute discussion religieuse, mais elle est philosophique et progressive. C'est-à-dire que progressivement, on va vous enseigner autre chose qu'on ne l'a pas enseigné précédemment. Elle a pour but la recherche de la vérité et la liberté de conscience. Liberté de conscience, oui, la conscience d'ailleurs elle s'en fout pas mal parce qu'il s'agit d'obéir. Recherche de la vérité. On recherche la vérité, parce que cette vérité on ne vous la dira jamais. La vérité c'est le grand secret qu'on ne vous dira pas. Vous allez chercher indéfiniment, vous ne l'aurez jamais. Comment rechercher la vérité si l'on doit respecter toutes les religions? Comment garder sa liberté de conscience si l'on doit professer l'existence de Dieu, etc. Devant de telles contradictions possibles, les fondateurs pouvaient répondre n'importe quoi selon les circonstances et les résistances. On avait mêlé à cela de belles déclarations sur les arts, la solidarité, la morale, la tolérance. En principe, la société apparaît tolérante, pacifique, affirmant liberté et égalité. Puis, progressivement au cours du XVIIIe siècle, on pousse les contradictions. La tolérance, disent-ils, ne peut pas se combiner avec le respect de toutes les religions. Pourquoi? Parce que certaines religions sont intolérantes. Vous voyez? La recherche de la vérité suppose la suppression de tous les dogmes religieux puisqu'ils sont immuables et qu'ils sont une vérité déjà trouvée. Vous voyez? Donc, pas de dogme. On recherche la vérité parce que la vérité n'existe pas. Il faut la trouver. Mais on ne la donnera jamais. Une vérité acquise, un dogme abominable. Vous voyez? Abominable. Il y a des religions intolérantes, celles qui enseignent les dogmes. Vous voyez? Parce que le dogme, c'est une vérité qui s'impose à vous de l'extérieur. Donc on n'a pas recherché, qu'on n'a pas trouvé soi-même. Lorsque les papes condamnèrent dès le début la franc-maçonnerie, les fondateurs leur ont déclaré intolérants et provocateurs. Oui. En passant d'une première interprétation de la Constitution qui permettait l'établissement au grand jour de la société, à la deuxième interprétation, on préparait les esprits à la Révolution. Oui. Il fallait aussi aveugler les gouvernements sur les vrais buts pour obtenir l'autorisation d'exercer et pouvoir agir efficacement sur toute une population, sinon impuissance totale. Comment refuser à une association qui se présente comme plaisante, avec des rites d'initiation égyptiens antiques ou autres, des singeries philosophiques, un attrait de l'amusement mondain, vous voyez, on ne peut pas refuser l'autorisation de s'ouvrir, vous voyez. Attrait du secret aussi, dans la mesure où il ne recouvre qu'un secret, parce que s'il y avait un secret véritable, ce ne serait plus un attrait du tout. Vous voyez, on est attiré par le secret qu'on espère avoir, mais le jour où on l'a, c'est plus un secret du tout, donc il ne vous attire plus. Donc il faut laisser toujours le secret en suspens. Vous voyez. Un appât, c'est un appât. Ensuite, difficultés qu'ils ont rencontrées au cours du XVIIIe siècle. Vous voyez. Parce qu'un grand nombre d'adhérents est gênant pour une société comme celle-là. Vous avez d'abord les bonnes âmes naïves qui viennent au départ et qui servent à fortifier la confiance dans l'association, qui sont une garantie d'honnêteté morale. Le docteur un tel, le médecin un tel, l'abbé un tel est dans la loge, donc c'est très bien. Vous voyez. C'est ce qu'on les bonnes âmes naïves. Hein. Une garantie d'honnêteté morale, de respectabilité sociale. Parmi les plus valiteux, on peut les flatter, d'être les plus intelligents, c'est pas vrai, les plus éclairés, important éclairés, hein. Là, ils ont l'illumination, hein, pour les détourner insensiblement de la foi. Il y a les intrigants et les besogneux, attirés par l'ambition, prêts à tout pour tirer un profit. C'est les futurs politiciens. Vous voyez. La politique, au moins, ça a un intérêt, c'est qu'on va monter et se faire connaître. Hein. Enfin, le caractère stupide et enfantin des rites détourne les âmes les plus droites et les plus sensées de rester dans la société. Vous voyez. Ensuite, la franc-maçonnerie, elle doit sélectionner des sujets aptes à recevoir certaines suggestions, elle doit les nourrir de ces suggestions, opérer parmi eux toujours une nouvelle sélection en vue d'autres suggestions, en imprégnant des idées qui doivent régner dans les esprits, éliminer les adeptes impropres ou ne pas leur faire dépasser le degré où ils sont arrivés. Il faut 50 ans pour préparer une révolution, donc 2 générations. 25 et 25, 50 ans, 2 générations. On enfonce les suggestions dans les esprits. On profite des contradictions inscrites dans les principes pour accentuer les uns et taire les autres, selon les cas. Peu à peu, on rend les suggestions plus violentes, plus despotiques sur les esprits, jusqu'au fanatisme. La franc-maçonnerie n'est pas une ligue d'action, mais son enseignement prépare des apôtres et des hommes d'action. Elle a reçu au début toutes sortes d'esprits, hommes paisibles et honnêtes, incapables de penser à un assassinat politique, par exemple, des inquiets, des aigris, des ambitieux capables de tout. Il faut donc éliminer progressivement les premiers. Ils quittent les loges spontanément, soit dégoûtés,
verbiage creux, ça m'intéresse pas, soit indifférent, ça m'intéresse pas. Très important. La porte est grande ouverte pour ces gens-là, hein, qui sont rentrés, qui sont pas aptes au reste. Alors, la porte ouverte. Pour éliminer ces gens-là, les faire partir, il suffit d'accentuer l'enseignement dans un sens qui déplaira à beaucoup. Lui donner un sens plus révolutionnaire. Les gens, je ne sais pas venir pour ça, alors on s'enfuit. Comme ça, on est débarrassé de ces gens inutiles. Voyez. Il y a ainsi de nombreuses défections retentissantes, dues à un sentiment d'honnêteté qui fait claquer les portes. Exemple, le préfet de police Andrieux, là, au XIXe siècle. Hein. Ce fait se produit lorsque le pouvoir occulte veut obtenir une action révolutionnaire plus intense. Le nombre des adeptes varie peu, les départs sont compensés par de nouvelles recrues. On fait partir les honnêtes gens, puis on prend les autres. Et ils amènent leurs copains. Vous voyez. Et comme cela, on a une section en 50 ans qui est pas mal. Au bout de 50 ans, on a des hommes prêts pour la révolution. Il faut transformer les ambitieux et les mécontents en apôtres de l'esprit philosophique et progressif éclairé. Voilà comment masquer les passions humaines, leur permettre de se ruer en se glorifiant, de se croire champions du progrès, supérieurs aux pratiquants des vieilles vertus routinières. Vous allez faire la révolution pour le bien de l'humanité. En fait, vous allez bien vous servir. C'est ça. C'est ce qu'on dit. Le succès de la faction philosophique au XVIIIe siècle est dû non à la qualité des écrivains, ni à un mouvement spontané d'esprit, mais à la force de l'organisation maçonnique, d'après la correspondance même de Voltaire. L'entreprise de colportage et tout le reste. Condition pour une dynamique de groupe. Il faut qu'il y ait un petit nombre d'adhérents par atelier, moins de 20. Une loge fonctionne à 20, pas plus. Parce qu'au-dessus de 20, on peut plus manipuler. Hein. Moins de 20. Une circulation libre et fréquente des hauts grades dans les ateliers. Surveillance facile des apprentis et des compagnons. Plusieurs loges, même dans les grandes villes, pour éviter l'excès du nombre. Dès qu'il y en a plus de 20, on coupe en deux. Oui. Mise en condition par le rite d'ouverture et de fermeture de travaux. Rites et mystères accoutumés. Le frère exerce seulement une véritable sacerdoce religieux. Ces rites qui prêtent à rire au début deviennent sérieux, intimidants, et les sceptiques abandonnent les loges. Au bout de 50 ans, on a une armée révolutionnaire toute prête. La franc-maçonnerie est une contre-église. Elle est sainte, dit-elle, elle est sacrée depuis toujours. Son origine se perd dans la nuit des temps, c'est ce qu'elle dit elle-même. Voyez. Elle cherche toujours une origine lointaine et mystérieuse, comme ça personne ne peut y aller vérifier. Voyez. Elle a inventé des rituels nuageux. Voyez. La légende d'Irab en particulier prétend remonter à Cain. On a proclamé la tolérance pour attirer les chrétiens. On a supprimé l'article du grand architecte de l'univers pour ne pas blesser la conscience de ceux qui ne croient pas à l'existence de Dieu au XIXe siècle. Voyez. Mais ils ne savaient pas qui était le grand architecte de l'univers. Oui. On n'a pas supprimé le respect de toute foi religieuse, solidarité étendue à tous les membres de la famille humaine, sans distinction de religion, fondamentale. Parmi toutes les opinions qui se heurtent, le frère peut défendre les unes, mais doit accepter le voisinage des autres, et les respecter. Mais dans les loges, réellement, ce sont les violents et les avancés qui prêchent les idées dont la diffusion est nécessaire à la franc-maçonnerie. La tolérance y est prêchée avec fanatisme. C'est le fanatisme de la tolérance. Voyez. Avec fanatisme, par ces derniers contre les modérés. Voyez. Ils reprochent aux modérés leur mollesse devant les ravages de l'intolérance. Il faut partir en guerre contre l'intolérance. Et vous êtes tout mou. Oui, il faut être fort contre l'intolérance. Il faut être fanatique contre l'intolérance. L'intolérance, c'est la religion catholique, simplement, mais si, avec ses dogmes, c'est évident. Voyez. Leur manque d'ardeur pour prêcher la tolérance. La franc-maçonnerie doit être l'apôtre de la religion de la tolérance universelle. Voyez. Ils affirment leur respect pour un catholique tolérant. Ah, un catholique tolérant, très bien. Mais leur colère contre le catholique intolérant. Eh bien voilà, bien sûr. Puis, au nom de cette tolérance, on ameute les frères. Les jésuites sont intolérants. Ah, bien sûr. Vous voyez. Il faut protéger les bons catholiques contre les autres. Les croyants sincères contre les fanatiques. Vous avez bien compris, hein? Puis contre l'absolutisme du dogme. Le dogme, c'est une vérité trouvée. Nous la cherchons. Ça ne peut pas marcher ensemble, vous voyez. Les hommes les plus doux sont fatalement condamnés à devenir fanatiques, dès lors qu'ils croient à un dogme. Supprimons les dogmes, vous voyez. En effet, si un dogme affirme que ceci est vérité, il déclare par là même que cela est une erreur. Catastrophe. S'il y a une vérité, il y a donc des erreurs. Or, il n'y a pas d'erreur, puisqu'il faut vous y amener, en fait. Hein. Il faut donc défendre les âmes sincères contre le dogme. Voilà la vraie guerre anti-religieuse. La vraie tolérance du franc-maçon, elle est toujours armée, ne tolérant plus aucune religion positive. Voyez. Ce qui fait que pendant tout le XIXe siècle, toutes les églises protestantes ont fini par perdre tous leurs dogmes. Et ont passé, je l'expliquais dans un chapitre de mon premier livre, ont passé de la croyance à un vague déisme à la négation de toute religion. Voyez. Et les protestants d'aujourd'hui sont pratiquement
athées. Pratiquement, hein, même s'ils continuent à croire en Dieu. Voilà. Le cléricalisme, voilà l'ennemi, a dit la franc-maçonnerie. Elle prétend s'attaquer seulement à l'intrusion du catholicisme dans la politique. Elle dit le prêtre à la sacristie. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut absolument que la religion disparaisse de la vie en société, tout simplement. Si, devant les attaques des frères, les catholiques outragés s'efforcent de se défendre, ils sont accusés d'attaquer, de manquer de tolérance, d'être des provocateurs. On ne peut plus rien dire. Coincé, hein. L'opération est bien menée, vous êtes complètement coincés. Ils sont des provocateurs, ces gens-là. C'est le loup de la fable qui accuse l'agneau qu'il veut dévorer. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Puis, lorsque l'heure semble mûre pour l'action, on laisse tomber les initiés qui ne suivent pas le train. Ceux qui sont en retard, on laisse tomber, pas intéressant. On ne respecte plus la tolérance contenue dans les statuts. On crie fortement la vérité. Alors on dit à ce moment-là, la distinction entre cléricalisme et catholicisme est purement officielle, subtile, pour les besoins de la tribune, tant qu'on n'est pas le maître du pouvoir. Mais ici, en loge, disons-le hautement, pour la vérité, le cléricalisme et le catholicisme ne font qu'un. Vous voyez, c'est le catholicisme qu'il faut détruire. Ce qu'ils appellent vérité, donc un mensonge, ils disent hautement alors qu'ils parlent en loge, dans le secret et sans risque. Vous voyez, et après ça, ils le diront une fois qu'ils seront au pouvoir. L'action maçonnique dans le monde profane. Voilà, tout ceci se passe à l'intérieur. On a fanatisé de tolérance des hommes qui normalement ne seraient pas fanatiques dans la vie de tous les jours. Vous voyez. On accuse les catholiques intransigeants d'être fanatiques, mais les fanatiques, c'est eux. Hein. Réellement, c'est eux. Journalistes, publicistes, auteurs dramatiques, chansonniers, professeurs, instituteurs, je dirais écrivains, tous ces gens-là sont, comment dire, encerclés par des francs-maçons de manière à les amener progressivement à enseigner les doctrines maçonniques. Je l'expliquais à propos de tous les poètes romantiques. Les poètes romantiques ont été entourés de francs-maçons qui leur ont enseigné les bonnes doctrines maçonniques et ils les ont transmises et enseignées à travers leurs poèmes. Oui. C'est ce qu'il fallait bien dire, fondamental. Et pour certains, j'ai dit les noms de ceux qui l'ont fait. Oui. Pour Victor Hugo, pour Lamartine, on connaît les francs-maçons qui les ont entraînés, qui les ont formés pour en faire des bons francs-maçons, ceux qu'ils ont été, et bien d'autres. Tous les maçons diffusent dans la société profane les idées reçues en loge. Mais ces idées n'ont pas l'étiquette de maçonnique, bien sûr. Ce sont les idées tolérantes, universelles. Même le journal catholique subit un frère qui n'écrit que ce qu'il peut y faire passer, mais qui se retrouve en loge avec l'enragé anticlérical. Vous avez le bon catholique qu'on croit être catholique qui surveille et qui vient là. Vous avez d'autres sectes qu'on appelle les sectes ésotériques, qui vont transmettre des idées maçonniques. Aujourd'hui, ce sont toutes les sectes, vous voyez, qui sont issues de la franc-maçonnerie. Les Rose-Croix, les Illuminés, les Martinistes, les Kabbalistes, les Occultistes, les Spirites, vous voyez. Associations très variées, très nombreuses, donc le Nouvel Âge aujourd'hui, ça c'est l'issue de l'âge maçonnique, très antichrétienne, destinée à détacher les âmes de la morale et de la vérité chrétienne. Les représentants du pouvoir occulte se retrouvent dans ces sociétés ésotériques et se retrouvent entre eux avant et après, bien sûr. Vous voyez. La franc-maçonnerie, après avoir été une maîtresse d'éducation maçonnique, d'éducation révolutionnaire, on éduque des hommes pour les préparer. Elle va être après une école de préparation à l'action révolutionnaire. On ne peut pas préparer à une action révolutionnaire si on n'a pas préparé d'abord une génération précédente au verbiage maçonnique et aux idées maçonniques. Longue période de propagande, de création de l'esprit nouveau pour préparer quelques heures d'une action brutale et rapide. Ah, lorsqu'on rentre dans l'action, il faut que ce soit vite fait et ne soit pas raté. Mais alors, on a tout préparé pendant 50 ans avant. Vous voyez, une action brutale et rapide. La franc-maçonnerie prépare l'action et s'efface, disparaît lorsque l'heure de l'action a sonné. Vous voyez, elle dresse les hommes et au moment de l'action, elle se met en sommeil. Plus de franc-maçonnerie. Elle n'a rien fait. Oui, ça c'est très astucieux. Oui. Elle échappe ainsi aux conséquences des échecs, parce qu'il y a eu des échecs. La franc-maçonnerie n'a pas toujours réussi ses révolutions. Il y en a échoué un certain nombre. En cas de besoin, elle pourra recommencer. Elle s'est dissoute d'elle-même. Elle n'a pas été dissoute par un pouvoir. Elle s'est mise en sommeil tout en restant endormie à peine, un tout petit avec un œil ouvert. À ce moment, les frères se font appeler jacobins, théophilanthropes, communards, radicaux, etc. À la place des ordres, on ne peut plus donner d'ordre à ce moment-là. Des influences individuelles soigneusement couvertes. Important, hein? Influence individuelle, il ne faut pas se faire remarquer. Des circulaires confidentielles, mais non officielles. Les frères doivent comprendre ce qu'on attend d'eux, sans qu'il soit besoin de peser ou de préciser la ligne à suivre. Ils doivent tout comprendre. Brusquement, naissent en quelques mois des clubs révolutionnaires, sociétés de jacobins et autres,
des groupes de jeunes armés qui ont pris l'arme, selon une apparence de génération spontanée. C'est ce qu'Otten avait appelé l'anarchie spontanée. Il n'a pas vu qu'elle était organisée, non pas spontanée. Vous voyez ? Avec méthode d'action, organisation très savante, douée pour l'action. La France devient une vaste loge en 89. Toute la vie politique s'y déroule maçonniquement. Alors on trouve brusquement dans la construction du régime révolutionnaire tout le mécanisme des loges maçonniques qui existent depuis déjà un siècle. Vous avez convention, président, secrétaire, orateur, assemblée, symbole, les formules, liberté, égalité, fraternité, ça vient des loges, tout ça, etc. Puis, quand l'opération est bien menée, les loges se sabordent. Elles sont devenues inutiles. Elles sont devenues inutiles. Les clubs font le travail, c'est le grand œuvre. C'est le grand œuvre. Alors, émeute, pillage, assassinat, tout ça bien dans un ordre bien organisé. Rassemblement. Barnave, le 16 juillet 89, 2 jours après le 14 juillet. Il écrit à ses amis de Grenoble, « Nous comptons sur vous pour lancer le mouvement de pillage des armureries et de constitution des gardes civiles, des gardes nationales. Le même existe de partout, il est concerté d'ici. Il écrit de Paris. C'est tout prévu. Alors ça veut dire vous obéissez bien. N'oubliez pas ce qu'il faut faire. Il n'est plus question alors de laisser fonctionner un organisme à vide. Le pouvoir occulte ou noyau dirigeant est maître de la place. Vous voyez. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer qu'un tas de francs-maçons vont dire, mais on n'a pas voulu ça, c'est épouvantable, qu'est-ce qui s'est passé? Le 23 juillet 89, puis après je vous parlerai du mois de juin 89. Le 23 juillet 89, le frère Corbin de Pontbriand, dans la loge de la Parfaite Union de Saint-Brieuc, fait sonner une triple salve, 23 juillet 14, le temps d'arriver, la nouvelle de la prise à Bastille, oui, en l'honneur du frère Le Chapelier, président de l'Assemblée nationale. Mes très chers frères, nous sommes en loge, donc on peut parler calmement, dire la vérité. Mes très chers frères, le triomphe de la liberté et du patriotisme est le triomphe le plus complet du véritable maçon. C'est de vos temples et de ceux de la véritable philosophie que sont parties les premières étincelles du feu sacré qui, s'étendant rapidement de l'Orient à l'Occident, du Midi au septentrion de la France, a embrasé les cœurs de tous les citoyens. La magique révolution qui, sous nos yeux, s'opère en si peu de jours, doit être célébrée par les disciples du véritable maître, avec un saint enthousiasme dont les profanes ne peuvent pas partager les douceurs, ils ne savent pas. Les cantiques que les seuls enfants de la veuve chantent maintenant sur la montagne sacrée, à l'ombre de l'acacia, retentissent au fond de nos cœurs, et les mains levées vers le grand architecte de l'univers, nous savons qui c'est, n'est-ce pas? Nous devons tous conjurer notre maître de porter à l'autel de tout bien, l'autel du grand architecte, l'hommage de notre vive gratitude. Aucun de nous, mes très chers frères, n'ignore que notre respectable grand maître, le duc d'Orléans, a concouru plus que personne à l'heureuse révolution qui vient de s'opérer. Voilà ce qu'on dit en loge en juillet 89. Les francs-maçons, ils savent bien, ils ont tout compris, ils sont bien d'accord. Évidemment, la plupart des frères qui n'avaient pas compris, ce sont des imbéciles. Vous voyez, ils ont fait la révolution sans la vouloir et sans le comprendre. Des frères imbéciles n'avaient pas voulu cela. Les révélations des francs-maçons désabusés sont lamentables. Lamentables. Voici, dans les mémoires de Dufort de Cheverny, voici ce qu'il dit dans ses mémoires après la Révolution. Je me souviens que dans les commencements du club des Jacobins, pendant les 6 premières semaines de son établissement, quand j'étais entraîné par Beauharnais, l'abbé d'Espagna, qui est encore un abbé de monastère, et beaucoup d'autres gens que je croyais, et que je crois encore très honnêtes, autrement il ne serait pas allé, mais très honnêtes, et qui ne devinaient pas plus que moi où l'on voulait en venir, ils ne devinaient pas, ils ne savaient pas. Quelqu'un, dans cet antre affreux, tiens, ça devient un antre affreux maintenant, dans cet antre affreux, lança un propos tellement révoltant, appuyé par Lamette, d'Aiguillon et Ruderer, que quelqu'un s'écria, « Où veut-on donc nous mener? Qu'on le dise, qu'on s'explique? Serait-ce possible qu'on voulût convertir le royaume en république ?» Des rires sardoniques furent la réponse. Sodène, qui était avec nous, le remarqua avec le même effroi. Oui. Des braves types, braves hommes désabusés, Dufort de Cheverny, il n'a rien compris, mais il y avait Lamette, d'Aiguillon et Réderer qui ont dit qu'ils lui ont ri au nez pour lui dire que vous n'avez rien compris, bien sûr. Voyez. Alors, voici les documents. Je reviens à juin 89, dans les 15 jours qui ont précédé la prise de la Bastille. Voilà, nous avons tous les renseignements, nous savons tout.
On a même le compte-rendu sténographique de la loge, avec le dialogue, tout ce qui s'y est dit, et comment on a préparé la Révolution française. C'est dommage que vous ne le sachiez pas. Voyez. Et c'est vraiment des documents fondamentaux qui ne sont pas suffisamment répandus, qui devraient être bien connus. Voyez-moi ça. On lit dans les mémoires de Bertrand de Molleville, Miss de Louis XVI, dans ses mémoires, on lit ceci. Il fait le compte-rendu qu'il a su d'un comité de propagande de la loge des Amis Réunis. Ce sont les Amis Réunis qui ont préparé la Révolution et les émeutes, qui les ont organisées. C'est dans cette loge que les décisions ont été prises, et voici comment elles ont été prises. Voyez. Mirabeau, c'est Mirabeau qui a révélé ça après qu'il ait trahi la Révolution et qui a révélé le contenu des opérations maçonniques. Vous voyez, ce qui lui a valu la vie puisqu'il a été empoisonné quelques jours après. Mirabeau, qui même avant l'ouverture des États généraux avait marqué sa place à la tête des factions les plus violentes, était aussi initié dans le secret des factions secondaires. On dirait le contraire. Des fonctions principales, celles qu'on ne connaît pas bien, qui sont par derrière. C'est que le père Baruel appelait les arrière-loges, oui. Qui, avec des plans moins vastes et une marche plus timide, n'en concouraient pas moins à affermir et accélérer celle de la Révolution. Donc, c'est la loge des Amis Réunis qui prépare les coups de force à faire. Donc, il faut avoir à choix des hommes pour les faire. Un personnel trié, préparé pour, il faut massacrer les gens, il faut qu'ils sachent manier l'épée, le couteau et tout le reste, vous voyez. Il faut massacrer les gens. Tous ces mystères dont la connaissance donnait la clé de plusieurs événements importants qu'on avait jusqu'alors attribués au hasard, comme ça, on avait attribué au hasard, on n'avait pas la clé, on ne comprenait pas bien, furent dévoilés non seulement à M. de Montmorin, mais au roi et à la reine dans plusieurs entretiens secrets que leur majesté eurent avec Mirabeau, après qu'il ait trahi la Révolution. Il leur apprit en majesté eurent le système de la terreur qui a réellement opéré la Révolution, et qui n'a pas été abandonné depuis. Vous voyez, le texte de quelle époque? C'est les mémoires de Bertrand de Molleville, il a dû écrire dans les années révolutionnaires, au milieu de la Révolution, qui n'a pas été abandonné depuis, avait pris naissance dans la faction philanthropique. La philanthropie, c'est les francs-maçons. Ces comités se tenaient tantôt chez le duc de La Rochefoucauld, qui était le secrétaire du Grand Orient de France, vous voyez, tantôt dans la petite maison du duc d'Aumont, près de Versailles, en dehors de la ville, pour les choses secrètes. Adrien Duport, qui était peut-être celui des membres de l'Assemblée qui avait le plus étudié l'histoire et la tactique de toutes les révolutions anciennes et modernes, était admis dans les conciliabules les plus secrets de cette faction philosophique et s'était chargé de la rédaction des plans. Vous savez qu'au début de la Révolution, vous avez les grands maîtres, les hommes, toute la noblesse qui travaille à la Révolution, mais elle est menée par 3 hommes, ce qu'on appelait le triumvirat. Duport, Lameth et Barnave. C'est Duport qui parle ici et qui mène le jeu dans cette réunion-là. Duport, Lameth, qu'on a vu tout à l'heure, dont on a parlé, et Barnave, celui qui disait au Grenoblois, allez-y, c'est prêt. Vous voyez, vous pouvez commencer les émeutes, tout est prêt, vous ne risquez plus rien. Et vous n'aurez pas d'intendant en face de vous pour vous empêcher d'agir. Oui, c'est Lameth. Alors Lameth lut, dans cette circonstance, un mémoire, dans lequel il dépeignit le caractère et discuta les intérêts de tous les souverains de l'Europe. Il savait beaucoup de choses, Lameth. De manière à en conclure qu'aucun d'eux ne prendrait la moindre part à la révolution qui allait s'opérer en France et dont il était aussi nécessaire que pressant de régler la marche et de déterminer le but par un plan sagement combiné. Aucun souverain de l'Europe ne prendra part à la révolution. Ça veut dire aucun souverain de l'Europe ne s'opposera à ce que nous allons faire. Parce qu'ils sont d'accord. Et je le sais, et c'est pas bien difficile à voir. Le roi d'Angleterre, c'est lui qui payait avec Danton les émeutiers pour faire les émeutes. C'est l'argent du gouvernement anglais. Oui. Le roi de Prusse, grand maître de la franc-maçonnerie. L'empereur d'Autriche, Joseph II, grand maître de la franc-maçonnerie, encore un franc-maçon. Que voulez-vous? Voyez. Donc les 3 puissances capables de s'opposer à la Révolution française, c'était 3 francs-maçons. Des francs-maçons de haut grade, qui travaillaient pour la France depuis toujours, et qui ont dit à M. Duport, vous pouvez y aller, on ne bougera pas. On ne vous empêchera pas de faire la Révolution. Vous pouvez me couper la tête du roi, on ne bougera pas. On fera semblant, sur les frontières. C'est l'affaire de Valmy, bien sûr, qu'on connaît par ailleurs. Il proposa alors celui qui, depuis longtemps, dit-il, était l'objet de ses méditations. J'ai longtemps médité pour faire la Révolution, dit M. Adrien Duport. Voyez.
Ses principales bases étaient les mêmes que celles qui furent adoptées dans la Constitution de 1791, dit après coup, bien sûr, le Bertrand de Molleville. Après de longues discussions sur ce mémoire, Lafayette, le grand imbécile, faut dire, Lafayette, qui se trouvait aussi à ce comité, s'il faut en croire Mirabeau, prit la parole à Adrien Duport. Voilà sans doute un très grand plan, mais quels sont vos moyens d'exécution? En connaissez-vous qui soit capable de vaincre toutes les résistances auxquelles il faut s'attendre? S'attaquer au roi, ça va le faire. Vous n'en indiquez aucun. Et cependant, c'était dans le plan, mais ça n'a pas été dit. Il ne faut surtout pas le dire au début, parce que les gens vont crier, oula, c'est pas possible. Il est vrai que je n'en ai point encore parlé, répondit Adrien Duport, en poussant un profond soupir. Ce que j'ai à dire, ça va être difficile à faire passer, hein. Alors je fais un profond soupir pour dire, voyez, je suis encore un honnête homme, voyez. J'y ai beaucoup réfléchi. Point de suspension, longtemps de silence. Est-ce que je dis les choses? Est-ce que je ne les dis pas? J'en connais de sûr. Efficace à tous les coups là. On ne risque plus rien de la part du roi ni des armées royales. Point de suspension, longtemps de silence. Parce qu'il est bien, vous voulez qu'on réussisse, hein? Donc si vous voulez qu'on réussisse, il faut prendre des moyens, il n'y a pas de problème. Et si on ne prend pas les moyens, on ne réussira pas. Alors, on laisse le temps de réfléchir. J'en connais de sûr. Mais, ils sont d'une telle nature que je frémis moi-même d'y penser, l'hypocrite. Mon Dieu. Que je frémis moi-même d'y penser. Vous voyez, je suis un honnête homme quand même, je ne suis pas un criminel. Je ne vais pas tuer le monde, n'est-ce pas? Alors qu'il a l'intention de le faire, hein, vous voyez. Je frémis moi-même d'y penser. Alors, puisque je frémis que je suis d'accord pour le faire quand même, vous allez me suivre, vous voyez. Je frémis d'y penser. Et que je ne pourrais me déterminer à vous le faire connaître, qu'autant que vous approuverez tout mon plan, que vous serez bien convaincu qu'il est indispensable de l'adopter, et qu'il n'y en a pas d'autre à suivre pour assurer non seulement le succès de la Révolution, mais aussi le salut de l'État. L'État maçonnique, bien sûr, entre guillemets. Vous êtes bien d'accord? On est bien d'accord ensemble, hein? Vous approuvez mon plan. Tout le monde est d'accord? Personne n'est en désaccord. Vous approuvez mon plan. Oui. Il est indispensable d'adopter. Tout le monde est bien d'accord? Indispensable d'adopter. Oui. Il n'y a pas d'autre moyen que celui que je vais vous dire pour le réussir. Tout le monde est bien d'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire après, hein? Vous vous êtes liés pieds et poings liés. Après avoir ainsi excité la curiosité de ses auditeurs, il ajouta: ce n'est que par les moyens de terreur qu'on parvient à se mettre à la tête d'une révolution et à la gouverner. Il n'y en a pas une seule dans quelque pays que ce soit que je ne puisse citer à l'appui de cette vérité. Il faut donc quelque répugnance que nous ayons tous. C'est répugnance qu'on va faire. Vous voyez? Mais moi, je suis comme vous, je suis d'accord, je suis répugnant. Hein? Se résigner au sacrifice de quelques personnes marquantes. On ne va pas assassiner n'importe qui. Hein? On choisit bien les têtes à abattre, hein, pour réussir la révolution. Il y a des têtes à abattre. Hein. De quelques personnes marquantes. Il fit pressentir que Foulon devait naturellement être la première victime. Foulon, c'est l'intendant. Naturellement la première victime, parce que depuis quelque temps, disait-il, on parlait beaucoup de lui pour le ministère des Finances. Et que tout le monde était convaincu que sa première opération serait la banqueroute. On n'a jamais parlé de Foulon pour être ministre des Finances. On n'a jamais parlé de banqueroute. Qui c'est qui a dit tout ça? Eh bien, c'est les francs-maçons qui ont dit ça avec lui. Il va être nommé ministre des Finances. C'est la banqueroute s'il est nommé. Donc, il faut la battre. Voilà. Et comment on fait les réputations? Il désigna ensuite l'intendant de Paris. L'intendant d'Île-de-France, c'est Foulon. L'intendant de Paris, c'était Berthier. L'intendant de Paris. Il n'y a qu'un cri, dit-il, contre les intendants. Tout le monde est contre eux, ça veut dire. Il n'y a qu'un cri contre. Tout le monde est contre eux à Paris, les intendants. Il pourrait mettre de grandes entraves à la révolution dans les provinces. Les intendants, l'intendant, c'est le roi dans la province. C'est la première autorité. L'autorité fondamentale de la autorité, c'est l'intendant. Il est maître de tout. Vous voyez? C'est lui qui décide. Il faut l'abattre. Quand le roi n'aura plus d'intendant, on pourra lui couper la tête après. Vous voyez? Il pourrait mettre de grandes entraves à la révolution dans les provinces. Monsieur Berthier est généralement détesté. Comme ça. Les francs-maçons ont déclaré qu'il était détesté. On ne peut pas empêcher qu'il ne soit massacré. Remarquez bien, on ne va pas le tuer. On ne peut pas empêcher qu'il ne soit massacré puisqu'il est détesté. Puis c'est un homme détestable. Donc on a tout à fait raison de le tuer parce qu'on fait la justice. Vous voyez? Puisqu'il s'oppose à la révolution. Vous voyez? Monsieur Berthier est généralement détesté.
On ne peut pas empêcher qu'il ne soit massacré. Hein. Il a dit comme ça, il sera massacré. Je ne sais pas par qui. Vous voyez, je ne sais pas par qui, il sera massacré, et on n'a pas pu empêcher. Oh, c'est dommage. On regrette beaucoup. C'est ça, vous voyez. Oh, mon Dieu, quelle hypocrisie. On ne peut pas. Son sort, regardez-moi ça, intimidera ses confrères, ils seront souples comme des gants. Tous les étendants de France ne bougeront plus quand on aura massacré les deux principaux, celui de Paris, celui d'Île-de-France. Hein. Son sort intimidera ses confrères, les étendants de Grenoble ou d'ailleurs, ils seront souples comme des gants. Voilà. Ça a été décidé comme cela, en loge. Le duc de La Rochefoucauld, qui était donc le secrétaire du Grand Orient de France, fut très frappé des réflexions d'Adrien Duport et finit, comme tous les autres membres du comité, par adopter le plan et les moyens d'exécution qu'il proposait. Tout le monde est bien d'accord. Des instructions conformes à ce plan furent données aux principaux agents du comité des insurrections, parce qu'il y avait l'agent pour transmettre, hein, qui était déjà organisé avant la rencontre. Tout était prêt avant, bien sûr. Oui, avant la rencontre, et auquel Adrien Duport n'était rien moins qu'étranger, c'est lui qui l'a organisé. L'exécution suivit de près. Le massacre de Launay, de Flesselles, de Foulon et de Berthier, et leurs têtes promenées au bout d'une pique, furent les premiers effets de cette conspiration philanthropique, pour l'amour des hommes. Oui. Ces succès rallièrent bientôt, et pour longtemps, les différents partis révolutionnaires qui commençaient à se défier les uns des autres, mais qui, voyant tous les obstacles aplanis par cette horrible mesure, se réunirent pour en cueillir le fruit. Et l'affaire est réglée. On a fait la révolution dans une réunion du comité de la loge des Amis réunis qui a eu lieu. Je crois que c'était au mois de juin 89. On donne même le jour exact, je crois. La séance dans laquelle Duport communiqua ce plan abominable eut lieu, dit Molville, à l'époque de la réunion des ordres, c'est-à-dire à la fin de juin 89, fin de juin, oui, 14 juillet, 15 jours avant, si vous voulez, 89. C'est seulement en 91 que Mirabeau fit cette révélation à M. de Montmorin, qui lui-même la communiqua à son collègue M. de Molleville. Vous voyez, un roi consciencieux, un chef d'État qui fait attention à ça, il devait le lendemain matin savoir la réunion, tout ce qui s'était dit, etc. Hein, les noms des participants. Hein. S'il fait son travail, il avait une bonne police bien faite, il devait savoir tout ça, un tel, et le lendemain soir, tout le monde devait être fusillé au minimum. Hein. Et la révolution n'avait pas lieu. Et le lendemain, tout cela, La Rochefoucauld, Lafayette, Duport, et tous les autres, devaient être fusillés. Ouais. Un roi qui fait ce travail, c'est ça. Passer par les armes immédiatement, conseil de guerre, c'est fini, quoi, c'est voilà. Ce que Raphaël, c'est ce que Louis XVI n'a pas fait. Autre exemple identique, le tsar Nicolas Ier de Russie. Il est arrivé sur le trône avec une conspiration maçonnique complète, les décembristes, hein, complot de décembristes. Soulèvement de régiment. Il n'était même pas encore tsar, hein. Son père venait de mourir, révolution pour faire une république à Saint-Pétersbourg. Mais il se trouve là tout seul. Il n'était même pas l'héritier aîné, il était le cadet par-dessus le marché. Vous voyez? Prince. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a pris quelques régiments, il a fait tirer sur les régiments révoltés qui sont enfuis. Et après ça, le lendemain, il va faire une enquête policière toute simple. Il s'est aperçu que tous les fils de la noblesse de Saint-Pétersbourg faisaient partie des loges maçonniques et avaient préparé le soulèvement. Il les a tous fait arrêter, tous. Il les a amenés dans son bureau au palais du tsar. Il n'était pas encore tsar, hein, mais il a fait la fonction de tsar de suite. Vous voyez, je vous aime bien, vous êtes tous des copains de la famille, c'est tous des amis, on se connaît depuis toujours, n'est-ce pas? Vous avez préparé une révolution pour mettre à mort le tsar. C'est pas que c'était encore, vous voyez. Conseil de guerre, tous pendus demain. Ils ont tous été pendus dans les 3 jours qui ont suivi. Tous, c'est pas ça qui est resté. Alors je peux dire après ça, le tsar Nicolas Ier était tranquille pour sa vie. Hein. Vous voyez? C'est ce qu'il a fait. C'est le premier devoir d'un chef d'État. Quand on fait des opérations pareilles, vous voyez, la première opération qu'il faut faire, c'est de prendre ses gars et de les fusiller. Hein? Et quand ça s'appelle des marquis ou des ducs de la Rochefoucauld, tout ça, on les fusille comme cela. Et le brave Louis XVI, il fallait fusiller Louis d'Orléans d'abord. Hein, c'est le premier à battre déjà. Et Louis XVI ne l'a jamais fait. Voyez. Tandis que Nicolas Ier a très bien compris. Et l'opération, il l'a amené tambour battant. Puis après, il s'est fait sacrer tsar à Moscou quelques jours après. Quand il a vu que son frère aîné ne voulait pas prendre la succession d'Alexandre Ier. Vous voyez, c'était le petit frère d'Alexandre Ier. Il s'est trouvé tout seul à Saint-Pétersbourg, il a fait la seule chose qu'il fallait faire. Il leur a bien expliqué, je vous aime bien, hein, je vous aime bien, j'en regrette infiniment, vous voyez, mais c'est l'État. Hein. C'est l'État qui est en cause, je regrette infiniment,
vous regretterez, mais tous pendus. Hein. C'est pas fils, c'était pendu à l'époque. Ils ont tous été pendus dans les 3 jours qui ont suivi. Oui. Tribunal de guerre. Puis voilà. Si Louis XVI avait fait ça, il devait savoir ça, et le lendemain, tout ça ne devait plus exister. Hein. Voilà une opération politique qu'il aurait fallu mener. Alors, j'en ai d'autres là, d'autres comptes rendus de Mirabeau encore, qu'il a donné d'autres aussi de comptes rendus, d'autres réunions successives qui ont toujours eu le même effet. Je ne vais pas vous lire toutes les réunions qu'il a énumérées les unes après les autres. Mais il a bien expliqué qu'en 89, en juin 89, on préparait la révolution dans les loges maçonniques, c'était très bien fait. Et on avait pratiqué ce qu'on appelle la dynamique de groupe. Vous rassemblez des grands seigneurs, des personnes honorables, dignes, etc. Oui. Vous leur expliquez qu'il faut massacrer du monde, et massacrer pas n'importe qui, parce que les Berthier, les Foulons, c'est quand même aussi la noblesse. Hein. Leurs confrères en noblesse, il faut les massacrer. Il faut leur expliquer ça et leur faire admettre, et leur faire accepter comme une opération, une bonne opération. Surtout pour que vous n'ayez pas dire au roi le lendemain, on va les fusiller, attention, oui. Il faut qu'ils soient tenus par le secret. Le secret, alors on les fait marcher. Et il les a très bien fait marcher. Duport a prévu l'opération, il l'a bien expliqué, il a mené une dynamique de groupe, voyez, dans laquelle on explique ce qu'on veut faire, comment on veut faire, les moyens nécessaires, on obtient l'assentiment de tout le monde, et secret. Voyez, et tout le monde a marché. Voilà, révolution. On pourra en dire des choses sur la qualité de la noblesse et du clergé en 89. Pour conclure, je vais vous lire un texte sans vous dire de qui il est. Je vais vous lire un texte sans vous dire de qui il est. Il me semble que c'était hier, et c'était cependant au commencement de 1788. Nous étions à table chez un de nos confrères à l'Académie, grands seigneurs et hommes d'esprit. La compagnie était nombreuse, et de tout état, gens de cour, gens de robe, gens de lettres, académiciens. On avait fait grande chère comme de coutume, ça veut dire on avait bien mangé. Au dessert, les vins de Malvoisie et de Constance ajoutaient à la gaieté de bonne compagnie cette sorte de liberté qui en n'agradait pas toujours le ton. Ah, le ton commençait à monter. On en était alors venu dans le monde au point où tout est permis pour faire rire. Chamfort nous avait lu ses contes impies et libertins, et les grandes dames avaient écouté sans avoir même recours à l'éventail. De là, un déluge de plaisanteries sur la religion. L'un citait une tirade de la pucelle d'Orléans de Voltaire. L'autre rapportait son avers philosophique de Diderot. Et d'applaudir. La conversation devient plus sérieuse. On se répand en admiration sur la révolution qu'avait faite Voltaire, et l'on convint que c'était là le premier titre de sa gloire. Il a donné le ton à son siècle et s'est fait lire dans l'antichambre comme dans le salon. Il fallait se faire lire. Tout était là. Peu importe ce qu'on dit. Un des convives nous raconta, en pouffant de rire, qu'un coiffeur lui avait dit, tout en le poudrant, « Voyez-vous, monsieur, quoique je ne sois qu'un misérable carabin, je n'ai pas plus de religion qu'un autre. » On conclut que la révolution ne tardera pas à se consommer, qu'il faut absolument que la superstition et le fanatisme fassent place à la philosophie. Et l'on en est à calculer la probabilité de l'époque et quels seront ceux de la société qui verront le règne de la raison. Vous voyez, tenez bien, superstition, fanatisme, philosophie, règne de la raison. Les plus vieux se plaignaient de ne pouvoir s'en flatter, se flatter de l'avoir. Les jeunes se réjouissaient d'en avoir une espérance très vraisemblable, et l'on félicitait surtout l'Académie française, d'avoir préparé le grand œuvre, expression maçonnique, hein, et d'avoir été le chef-lieu, le centre, le mobile de la liberté de penser. Un seul des convives n'avait point pris de part à toute la joie de cette conversation. C'était Cazotte, homme aimable et original, mais malheureusement infatué des rêveries des illuminés. Il prend la parole et, du ton le plus sérieux, « Messieurs, dit-il, soyez satisfaits. Vous verrez tous cette grande révolution que vous désirez tant. Vous savez que je suis un peu prophète. Je vous le répète, vous la verrez. Savez-vous ce qui arrivera de cette révolution, ce qui en arrivera pour vous tous tant que vous êtes ici? Ah, voyons, dit Condorcet avec son air et son sourire sournois et niais.
Un philosophe n'est pas fâché de rencontrer un prophète. Vous, monsieur de Condorcet, vous expirerez étendu sur le pavé d'un cachot, vous mourrez du poison que vous aurez pris pour vous dérober au bourreau, du poison que le bonheur de ce temps-là vous forcera à porter toujours sur vous. Vous aurez bien la chance. Grand étonnement d'abord, puis l'on rit de plus belle. Qu'est-ce que tout cela peut avoir de commun avec la philosophie et le règne de la raison? C'est précisément ce que je vous dis. C'est au nom de la philosophie, de l'humanité, de la liberté, c'est sous le règne de la raison qu'il vous arrivera de finir ainsi. Et ce sera bien le règne de la raison, car elle aura des temples, et même il n'y aura plus dans toute la France, en ce temps-là, que des temples de la raison. Vous, monsieur de Chamfort, vous vous couperez les veines de 22 coups de rasoir, et pourtant, vous n'en mourrez que quelques mois après. Vous, monsieur Vic d'Azir, vous ne vous ouvriez pas les veines vous-même, mais vous les ferez ouvrir 6 fois dans un jour, au milieu d'un accès de goutte pour être plus sûr de votre fête, et vous mourrez dans la nuit. Vous, monsieur de Nicolaï, sur l'échafaud. Vous, monsieur Bailly, sur l'échafaud. Vous, monsieur de Malesherbes, sur l'échafaud. Vous, monsieur Rouchet, aussi sur l'échafaud. Mais nous serons donc subjugués par les Turcs et les Tartares. Point du tout. Je vous ai dit, vous serez alors gouvernés par la seule philosophie et par la seule raison. Ceux qui vous traiteront ainsi seront tous des philosophes, auront à tout moment à la bouche les phrases que vous débitez depuis 1 heure, répéteront toutes vos maximes, citeront comme vous les vers de Diderot et de la Pucelle. Et quand tout cela n'arrivera-t-il? 6 ans ne se passeront pas que tout ce que je vous dis soit accompli. Voilà bien des miracles, dit l'arbre, et vous ne m'y mettez pour rien. Vous y serez pour un miracle, tout au moins aussi extraordinaire. Vous serez alors chrétien. Ah, reprit Chamfort, je suis rassuré. Si nous ne devons mourir que quand l'arbre sera chrétien, nous sommes immortels. Pour ça, dit-elle à la duchesse de Gramont, nous sommes bien heureuses, nous autres femmes, de n'être pour rien dans les révolutions. Il est reçu qu'on ne s'en prend pas à nous et à notre sexe. Votre sexe, mesdames, ne vous en défendra pas cette fois. Vous serez traités tout comme les hommes, sans aucune différence quelconque. Voyez. Vous, madame la duchesse, vous serez conduite à l'échafaud. Vous et beaucoup d'autres dames avec vous, dans la charrette et les mains liées derrière le dos. Ah, j'espère que dans ce cas-là, j'aurai du moins un carrosse drapé de drap noir. Non, madame. De plus grandes dames que vous iront comme vous, en charrette et les mains liées comme vous. De plus grandes dames? Quoi? Les princesses du sang? De plus grandes dames encore. On commençait à trouver que la plaisanterie était forte. Madame de Gramont, pour dissiper le nuage, n'insista pas sur cette dernière réponse, et se contenta de dire de son ton le plus léger. Vous verrez qu'il ne me laissera pas seulement un confesseur. Non, madame, vous n'en aurez pas, ni vous, ni personne. Le dernier supplicié qui en aura un, par grâce, sera. Il s'arrête à un moment. Eh bien, quel est donc l'heureux mortel qui aura cette prérogative? C'est la seule qui lui restera, et ce sera le roi de France.